Les images que tu vois montrent Vladimir Poutine arrivant en Alaska pour son sommet avec Donald Trump en août 2025. On dirait un président descendant d'un avion de ligne commerciale, mais ce n'est pas le cas. Poutine a volé à bord d'une véritable forteresse aérienne, Il-96-300 PU. L'avion présidentiel russe contient tout ce dont Vladimir Poutine peut avoir besoin lorsqu'il voyage. Bureau privé, salle de conférence faisant office de centre de commandement, chambre blindée, salle de sport, système de communication redondant, contre-mesures électroniques comparables à celles d'un avion de chasse, et même une salle de bain dorée. Le plus intéressant, c'est qu'il n'existe pas qu'un seul de ces avions présidentiels. Il y a toute une flotte d'appareils identiques et d'avions de transport militaire conçus pour tromper n'importe quel service de renseignement étranger et garantir que Vladimir Poutine arrive sain et sauf à destination. Dans cette vidéo, nous visiterons l'avion présidentiel russe de l'intérieur et découvrirons en détail les stratégies et mécanismes de sécurité que le Kremlin utilise pour chaque vol de Poutine. Bienvenido sur Ballistica Historia. Tout comme l'Air Force One des États-Unis est un Boeing 747 fortement modifié, l'avion présidentiel russe est lui aussi basé sur un avion commercial, l'Ilyushin Il-96. Ce géant quadrimoteur a fait ses débuts à la fin des années 1980 comme le premier avion soviétique à fuselage large, conçu pour les vols long courriers et capable de transporter plus de 250 passagers sur des routes transatlantiques. Avec 55 mètres de long et 60 mètres d'envergure, Il-96 représentait pour l'Union soviétique une tentative de rivaliser avec les grands avions occidentaux de Boeing et d'Airbus. Cependant, Il-96 a échoué commercialement, non pas parce que c'était un mauvais avion, loin de là, mais parce que le secteur de l'aviation commerciale se tournait déjà vers les biréacteurs, un peu moins coûteux à exploiter et consommant moins de carburant. Bien que les Il-96 aient été conçus comme un pari commercial ambitieux, seuls quelques exemplaires sont entrés en service en dehors de la Russie, et la chute de l'Union soviétique a définitivement anéanti leurs chances sur le grand marché mondial. Malgré tout, Il-96 a survécu. Aeroflot, la compagnie aérienne nationale russe, l'a utilisé pendant des années sur des routes internationales, et le Kremlin l'a adopté comme base pour un projet encore plus ambitieux, la flotte présidentielle. C'est ainsi qu'est née la version Il-96-300 PU. Concernant son nom, le 300 correspond à la version particulière de Il-96 qui a été modifiée, et PU, en russe, signifie Punkt Upravlenia, ou en espagnol, Pinto de contrôle, c'est-à-dire point de contrôle. Et ce nom n'est pas décoratif, il décrit exactement ce qu'est cet avion, un point de contrôle dans les airs. Il-96-300 PU est conçu comme un Kremlin volant, un poste de commandement aérien à partir duquel le président russe peut diriger le pays, même en pleine guerre ou durant un conflit nucléaire. Et il ne s'agit pas seulement de transporter Poutine d'un endroit à un autre, mais de garantir que, pendant le vol qui peut durer de nombreuses heures, le président dispose de communications sécurisées, de systèmes de défense et de tout le confort nécessaire pour continuer à diriger la Fédération de Russie. Pour y parvenir, l'intérieur de Il-96-300 PU a été entièrement repensé. Là où il y avait auparavant plus de 250 sièges passagers, on trouve maintenant des bureaux privés, des salles de réunion, un salon de conférence et même une chambre présidentielle. Chaque espace a été adapté pour en faire un mélange entre palais russe et centre de commandement militaire. Cette transformation a, logiquement, nécessité un investissement astronomique. Alors qu'un Il-96 commercial était évalué à environ 40 à 50 millions de dollars à l'époque, le modèle présidentiel coûte près de 500 millions de dollars, soit environ 10 fois la valeur de l'avion original. Cela peut sembler excessif, mais une fois que nous entrerons dans Il-96-300 PU, tu comprendras pourquoi son prix est si élevé. Dès que tu franchis la porte principale de l'avion présidentiel de Poutine, il devient clair que tu n'es pas dans un avion de ligne ordinaire. Au lieu de rangées de sièges serrés, tu es accueilli par un couloir orné de détails dorés et d'une décoration de style classique qui rappelle le grand palais du Kremlin à Moscou. On trouve d'abord une zone de réception et des bureaux privés, où Poutine peut tenir des conversations confidentielles ou traiter des affaires d'État comme s'il était au Kremlin. Plus loin se trouve un salon principal, avec de l'espace pour les conseillers, le personnel de sécurité et la presse, ainsi qu'un bar et un coin détente. Puis vient le cœur de l'appareil, la grande salle ovale de conférence. C'est là que Poutine, ses hommes de confiance et ses conseillers politiques se réunissent pour planifier chacun de leurs mouvements. Après cette salle commence la partie la plus privée et la moins documentée de l'avion. C'est là que se trouvent les sections de communication et de sécurité, pour lesquelles il n'existe ni photos ni documents publics. C'est dans cette zone que voyagent les officiers chargés de protéger le président et que sont installés les systèmes de liaison directe avec le Kremlin, ainsi que les contrôles nucléaires qui garantissent une capacité de réponse même en plein vol. Dans cette pièce, Vladimir Poutine dispose de tout le nécessaire pour coordonner des opérations militaires, communiquer avec d'autres dirigeants ou gérer des crises en temps réel,
même à 12 000 mètres d'altitude. Nous arrivons enfin au secteur privé de Poutine, car tu te doutes bien que le président russe ne voyage pas sur un siège d'avion commercial, une minuscule oreiller autour du cou pour éviter une contracture. Dans cette partie, l'avion cesse de ressembler à un centre de commandement pour devenir un véritable palais. La chambre présidentielle comprend un leaking size, des parois recouvertes de bois et une isolation acoustique spéciale qui transforme la cabine en pièce silencieuse, même à 900 km/h. À côté de la chambre se trouve la salle de bain privée du chef du Kremlin, avec lavabo et toilettes recouverts d'or. Je ne sais pas à quel point ce luxe est nécessaire ou pratique, mais si tu as déjà dépensé 500 millions de dollars pour un avion privé, je voudrais aussi une salle de bain à la hauteur. Enfin, il y a une salle de sport privée, équipée d'un tapis roulant, de vélos stationnaires et de poids, pour rester en forme après de longues heures de vol. Tout cela explique pourquoi l'Il-96-300 PU a été si coûteux. La Russie a littéralement construit un mélange de palais volants, de bunkers nucléaires et de centres de commandement aérien. En ce qui concerne ses capacités de vol, l'avion présidentiel russe n'est pas moins impressionnant. Alors que le modèle commercial Il-96 a une autonomie de 11 000 km et a même dépassé les 14 000 km avec ses réservoirs pleins, on pense que la version PU pourrait dépasser ce chiffre sans difficulté. Cependant, il existe une faiblesse. Contrairement à l'Air Force One américain, l'Il-96-300 PU n'a pas la capacité d'être ravitaillé en vol. Mais avec au moins 14 000 km d'autonomie et des réservoirs supplémentaires placés dans l'espace qui accueillait autrefois des centaines de passagers, il peut pratiquement voyager sans escale jusqu'à son. Se présente, mais pas indéfiniment, car ces réservoirs supplémentaires finissent par se vider. En même temps, même si la configuration à 4 moteurs a condamné l'appareil sur le marché commercial, dans le contexte d'un avion présidentiel, elle offre une bien plus grande résistance en cas de panne technique. Selon des rapports russes, l'avion peut continuer à voler sans difficulté même s'il perd 2 de ses moteurs. En réalité, il peut non seulement rester en l'air, mais aussi manœuvrer, monter ou atterrir en toute sécurité. Dans des situations vraiment extrêmes, il aurait même la capacité, avec un seul moteur opérationnel, de parcourir jusqu'à 800 km pour atteindre un aéroport sûr ou une zone inhabitée où un atterrissage d'urgence serait tenté, un véritable miracle aérien. De la même manière, Vladimir Poutine n'a pas à se soucier de la fatigue de son équipage. Au-delà du fait qu'il s'agit des meilleurs pilotes, hautement entraînés, souvent avec une formation militaire, l'Il-96-300 PU dispose de 4 pilotes dans le cockpit au lieu des 2 que possède la version commerciale. Chaque membre d'équipage passe par des contrôles médicaux et de sécurité extrêmement stricts avant de voler, car ils ne doivent pas seulement piloter un avion, mais garantir la survie du président dans les pires circonstances imaginables. Tout cela nous amène à un autre point clé. l'Il-96-300 PU est préparé à tout. Cet avion possède des défenses et contre-mesures très puissantes contre n'importe quel type d'attaque. Tout d'abord, pour les menaces conventionnelles, il dispose d'un système de guerre électronique de dernière génération appelé Président S, similaire à celui utilisé sur les hélicoptères d'attaque et avions de combat russes. Ce complexe intègre des capteurs radars ultraviolets et infrarouges qui surveillent à 360 degrés toute menace potentielle dans les airs. S'il détecte un missile guidé, il peut réagir en déployant des leurres thermiques, des dispositifs laser, des brouilleurs pour perturber les radars, ou même un petit appareil volant derrière l'avion pour détourner les projectiles. À cela s'ajoute le L-150RWR, Pastel, un récepteur qui avertit lorsque l'avion est suivi par un radar ennemi, offrant ainsi quelques secondes vitales pour activer les défenses. De plus, la Russie affirme que le fuselage possède un revêtement spécial destiné à réduire sa signature radar, bien qu'il soit difficile de croire qu'une simple peinture puisse rendre furtif un avion de plus de 55 mètres de long à 4 moteurs. Maintenant, que se passe-t-il en cas d'attaque nucléaire? Eh bien, l'avion de Vladimir Poutine est également préparé à ce scénario. Les systèmes de contrôle de l'aéronef sont renforcés pour résister à une impulsion électromagnétique, EMP, une menace réelle en cas de guerre nucléaire. Pour cette raison, on privilégie les commandes analogiques et les redondances mécaniques, beaucoup moins vulnérables que l'électronique conventionnelle. Mais si toutes ces protections ne suffisaient pas, depuis des décennies circule la rumeur que l'avion présidentiel russe possède un système d'évacuation pour le président. Certains parlent d'un parachute de dernière génération, d'autres évoquent même une sorte de capsule d'éjection futuriste. Pourtant, aucune de ces versions n'a jamais été confirmée ni démentie, ce ne sont que des rumeurs. Bien sûr, il n'y a pas que des défenses. l'Il-96-300 PU dispose également d'un protocole d'utilisation aussi impressionnant que classifié. Lorsqu'on parle d'avion présidentiel, beaucoup de gens pensent qu'il n'en existe qu'un seul par pays, alors qu'en réalité, la plupart des puissances économiques ou militaires en possèdent au minimum 2. Par exemple, les États-Unis ont 2 Boeing 747 modifiés prêts à fonctionner comme Air Force One. Dans le cas de la Russie, on estime que la flotte présidentielle comprend au moins 4 Il-96-300 PU identiques, utilisés en alternance comme appareil principal, de secours ou comme leurre, selon la mission. Cela s'explique en grande partie par le fait que l'avion de Poutine ne vole jamais seul,
Plusieurs Il-76 présidentielles identiques décollent toujours en même temps, et personne ne sait avec certitude dans lequel se trouve le président avant l'atterrissage. Cette stratégie vise à semer la confusion chez tout éventuel assaillant et à réduire les risques de sabotage, les répartissant entre les appareils. Lors du sommet d'Alaska en 2025, 3 Il-76 russes ont atterri à Anchorage. L'un d'eux, celui transportant Poutine, est resté sur la piste durant la rencontre entre les dirigeants, tandis que les deux autres redécollaient vers la Russie peu après avoir rempli leur rôle de l'heure. S'y ajoutaient des avions cargo comme l'Il-76, qui transportaient des véhicules blindés et l'équipement de sécurité nécessaire à la visite. De la même manière, l'avion présidentiel russe voyage généralement avec une escorte aérienne de premier ordre. D'après divers rapports, il est habituellement protégé par des chasseurs Su-27, Su-30SM, les classiques MiG-31, ou encore les Su-35S. En général, comme pour l'Air Force One américain, l'escorte standard est composée de 2 chasseurs. Parfois, des avions spécialisés dans les communications, comme les Tupolev Tu-214, sont également déployés. Ils servent de poste de commandement additionnel ou de relais de signal. Dans le cas du sommet d'Alaska de 2025, un détail surprenant est que Vladimir Poutine n'a pas été escorté par des avions russes, mais par des chasseurs américains F-35 Lightning II. Cela s'explique par le fait que, lorsqu'il vole dans l'espace aérien des États-Unis, la responsabilité de la protection incombe au pays hôte, qui déploie ses propres avions pour garantir à la fois la sécurité du visiteur et celle de l'espace aérien local. Ainsi, les images d'un Il-96-300 PU russe escorté par 2 F-35 Lightning II dans le ciel de l'Alaska sont devenus l'un des symboles les plus marquants de cette rencontre. En conclusion, contrairement à la mission Turbulence dans Call of Duty, Modern Warfare 3, où l'avion russe transportant le président est abattu, dans la réalité, un tel scénario est extrêmement improbable. Par son design, ses capacités techniques et ses systèmes de défense, l'appareil est presque indestructible. Au final, il s'agit d'un symbole de pouvoir du Kremlin et de Vladimir Poutine, qui combine technologie, puissance militaire, sécurité, luxe, et oui, une salle de bain en or. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye.